bonsoir à tous. Alors juste ce soir, Jean-Yves n'a pas dit le thème de mon intervention, je vais vous parler de la profondeur du superficiel. Je vous dis en deux mots pourquoi je vous parle de ce sujet. La première raison, c'est que Charles Pépin m'a invité ce soir à parler avant lui, après avoir lu mon ouvrage Découvrir avec Kant les vertus de l'hypocrisie, 50 paradoxes loufoques de philosophes, qui est donc un ouvrage qui expose, comme son titre l'indique, de façon ludique, 50 paradoxes de philosophes. Donc il allait de soi que je parle de cet ouvrage et en tout cas que la notion de paradoxe soit présente dans mon intervention. Mais je ne voulais pas égrener des paradoxes l'un à la suite de l'autre, donc j'en ai retenu un seul, la profondeur du superficiel, qui est une expression qui vient de Nietzsche. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'elle signifie. Et vous entendez bien sûr dans cet oxymore le paradoxe qui se niche, qui est littéral. On va vraiment contre l'opinion commune, paradoxa, puisque a priori on associe plutôt la superficialité au manque de profondeur. Et puis la seconde raison qui explique que j'ai retenu ce paradoxe, et pas un des 49 autres dont je parle dans mon ouvrage, c'est que Charles va donc consacrer son intervention à la beauté, et je voulais d'une manière ou d'une autre rejoindre cette notion. Alors je vais en parler d'une façon très différente de la manière dont Charles va en parler. Mais je vais illustrer dans un second temps cette idée d'une profondeur du superficiel avec un art des apparences, un art de la beauté qui est le maquillage. Donc je voudrais réfléchir avec vous au sens, à la signification profonde du geste apparemment frivole et futile qui consiste à se refaire une beauté. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça signifie être superficiel ? Littéralement, être superficiel, c'est en rester à la surface. Le terme vient du latin superficies, dont la signification littérale veut vraiment dire surface. Et en rester à la surface, privilégier la légèreté, vénérer les apparences, a priori, c'est être du côté de la futilité, de la frivolité, de l'inconsistance, de la vacuité, de la vanité. Pourtant, on arrive assez vite à l'idée qu'une surface, c'est pas simplement un détail accessoire et superflu qui détourne de l'essentiel, ou un vernis qui occulte quelque chose de plus important. Mais une surface, c'est aussi ce qui vient manifester, ce qui vient exprimer de façon sublimée, de façon subtile, ce qui se trouve juste en dessous d'elle. Pour vous permettre de saisir l'idée, pensez à l'écume. Qu'est-ce que c'est que l'écume légère qui danse au sommet des vagues ? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette écume ? Elle vient nous raconter les terribles remous qui agitent les abysses, qui agitent les profondeurs, et elle le fait donc de façon sublimée. Donc elle nous dit bien quelque chose du fond, de ce qui se passe en profondeur. On rejoint là une superbe formule de Victor Hugo qui permet aussi d'approcher cette idée de profondeur du superficiel, qui est que le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, ce qui se donne à voir à la surface vient nous dire quelque chose de plus profond. Alors, comme je vous le disais, cette notion de profondeur du superficiel, elle a été explicitement formulée par Nietzsche dans la préface à la deuxième édition du Gai Savoir, en 1886 donc. Nietzsche parle des Grecs de l'Antiquité et il dit à leur propos qu'ils étaient superficiels par profondeur. Donc il emploie l'oxymore pour venir désigner l'attitude des Grecs de l'Antiquité. Alors qu'est-ce qu'il entend par là ? Il veut dire que les Grecs avaient suffisamment approfondi le sens de l'existence pour avoir parfaitement compris, avoir parfaitement conscience du fait que la vie est tragique, que la vie est terrible, qu'elle est du côté des forces de destruction, qu'elle est du côté de la mort. Ils le savaient très très bien, dit Nietzsche. Simplement, ils avaient aussi compris autre chose, c'est qu'il ne fallait surtout pas en rester à ce constat, sous peine de sombrer dans la dépression, le nihilisme, le dégoût et la haine de la vie. Donc,
nous dit Nietzsche, les Grecs ont réussi ce tour de force, qui est d'ailleurs peut-être plutôt un tour de forme, parce qu'il va être question d'une mise en forme. Ils ont réussi ce tour de force de sublimer cette conscience du tragique dans de belles apparences, hein, dans des belles formes. Et effectivement, songez que la culture hellénistique, c'est le règne de la beauté, hein, que les belles formes sont partout, sous toutes les formes, que ce soit dans l'architecture, dans la sculpture, dans la littérature, le beau est partout. Pensez aussi que les Grecs ont inventé l'art de la tragédie, et que c'est précisément l'art de la tragédie une manière de mettre en forme, en belle apparence, quelque chose d'abominable et de le rendre agréable, de le rendre supportable, de le sublimer. Hein, on a rejoint aussi l'idée de catharsis, de purgation des passions exposées par Aristote. Donc vous voyez dans cette perspective, ce qui est à la superficie, ce qui est à la surface, ça n'est pas un manque, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas une insuffisance, mais c'est un résultat. Hein, c'est le résultat d'un approfondissement du sens des choses, et c'est aussi l'intelligence de ne pas en rester de ne pas rester face à face avec ce qu'il y a de terrible quand on saisit la réalité de la condition humaine, la réalité de l'existence qui est tragique. Donc si on suit cette perspective nietzschéenne, on peut se dire qu'il existerait quelque chose que j'appelle une sagesse épidermique, qui serait une forme de philosophie qui consiste à opter pour la superficie, pour la surface, et qui consiste également à considérer que la profondeur authentique, c'est le contraire de la gravité. Alors la gravité au double sens du terme, hein, à la fois la gravité comme sévérité, hein, c'est-à-dire cette idée que quand on pense, il faut forcément qu'on se prenne la tête entre les mains, comme le penseur de Rodin, et que le buste aille vers le bas. Hein, deuxième sens du mot gravité, qui est cette idée de force qui tire vers le bas, hein, de caractère plombant ou pesant de quelque chose. Avec la piste nietzschéenne, on aurait au contraire cette idée que la profondeur, ça doit être du côté de la légèreté, de la création des belles formes, hein, et des formes qui viennent exprimer une profondeur qu'on a saisie, mais une profondeur qu'on sublime, hein, dans laquelle on ne s'englue pas. D'où l'image qu'on trouve souvent chez Nietzsche de la danse, hein, d'un esprit aérien. On rejoint une nouvelle fois l'image de l'écume dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais maintenant illustrer cette idée d'une profondeur du superficiel en prenant l'exemple d'un art des apparences et d'un art de la beauté qui est le maquillage, et donc réfléchir avec vous à ce que signifie le geste qui consiste à se refaire une beauté. Et pour ça, je voudrais partir d'un buzz très récent qui a eu lieu donc sur Internet il y a environ 2 ans. Cette jeune femme de 19 ans qui s'appelle Cassandra Bankson a posté sur le net une vidéo d'une dizaine de minutes qui est une vidéo d'elle qui est une séance de maquillage, hein, où on la voit se transformer. Hein, c'est une véritable séance de métamorphose au sens littéral du terme. Elle passe d'une forme à une autre, puisque vous voyez, vous avez le début de la séance de maquillage et la fin de la séance. Elle transforme son visage qui est ravagé par l'acné en une adorable figure. Donc on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Et donc c'est une séance, vous la trouvez sur YouTube, hein, si vous voulez regarder la vidéo. C'est une séance très spectaculaire. Ça, c'est la première chose qui frappe quand on le regarde. Mais c'est aussi une séance assez émouvante. Et c'est ce qui a retenu mon attention quand je l'ai regardée. Je me suis demandé pourquoi j'étais émue et pourquoi ça me remuait et quel sens venait affleurer dans cette vidéo pour que ça retienne comme ça mon attention et mon émotion. Et l'intuition à laquelle je suis arrivée, c'est l'idée que dans cette séance de maquillage, on a l'impression que Cassandra Bankson rejoint quelque chose comme son identité, rien de moins. Alors ça, c'est plutôt contre-intuitif et paradoxal, avec
la représentation spontanée qu'on se fait du maquillage, puisque le maquillage, on le met plutôt du côté du factice, de l'inauthentique, de la tromperie, hein, de la séduction trompeuse, et pas de l'idée qu'il permet de rejoindre son identité. Alors ce sens premier et spontané du terme de maquillage qui nous fait aller vers l'idée de l'inauthentique et du factice, on l'a notamment, enfin pour plusieurs raisons, mais on l'a d'abord premièrement à cause de la proximité phonétique du terme de maquillage avec le mot masque. Hein, on a cette impression que le maquillage, c'est un masque qu'on vient mettre sur le visage et qui cache, qui détourne de l'identité première, du vrai visage de la personne. Mais cette proximité phonétique ne repose sur aucun lien étymologique, puisque les étymologies respectives des deux termes sont complètement différentes. Maquillage vient du patois picard, de l'ancien picard maquiller, M-A-Q-U-I-E-R, qui signifie faire, c'est un verbe qui signifie faire, et le mot masque vient de l'italien maschera, qui signifie masque. Hein, donc les deux termes, il peut y avoir une proximité phonétique, mais les deux termes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Deuxième raison qui fait qu'on associe spontanément le maquillage à cette idée d'inauthentique et de factice, c'est le sens par extension du mot maquillage, hein, qu'on a par exemple dans l'expression maquillage d'une voiture volée. Qui signifie quoi? Qui signifie qu'on donne une apparence à quelque chose, qu'on modifie l'apparence de quelque chose dans le dessein de tromper. Et puis, troisième raison qui nous fait aller spontanément vers ce sens du maquillage, c'est l'anglais make-up qu'on voit aujourd'hui partout, hein, sur toutes les boîtes de maquillage. On voit presque plus le mot maquillage. Pour nous tous qui sommes allés à l'école, qui avons appris l'anglais, make-up, ça signifie inventer, faire apparaître quelque chose de faux. Hein, donc tout concourt et nous amène vers cette idée du maquillage trompeur qui éloigne de l'identité davantage qu'il n'en rapproche. Et Jean-Yves, les récentes images de la femme Barbie et de la femme manga qui ont fait le tour du monde montrent bien cet aspect du maquillage. Alors c'est surtout pas tant avec la femme manga, la femme Barbie c'est beaucoup de chirurgie esthétique, mais la femme manga, cette espèce de regard immense, hein, qui est dessiné par le maquillage, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un être de fiction. Hein, on quitte la réalité de l'individu, la personne, et ça vient bien illustrer ce qui est aussi une vérité du maquillage, hein, cette possibilité de s'éloigner de son identité, mais ça occulte l'autre sens, je crois, beaucoup plus profond du maquillage que la séance de Cassandra Bankson révèle. Alors, comme le mot de maquillage ne nous aide pas à saisir et à argumenter en faveur de l'intuition, selon laquelle le geste frivole du maquillage permet de rejoindre son identité, je vais me tourner vers un autre terme, qui est le terme de cosmétique, le maquillage appartenant à la grande famille des cosmétiques. Et vous rappelez que cosmétique vient du grec ancien cosmos, qui est un mot qui a une double signification, qui signifie d'abord le monde, qu'on retrouve par exemple dans notre terme cosmologie, et qui a un second sens qui est le sens de parure. Donc, d'ailleurs, on retrouve cette même plurivocité dans le latin mundus, qui signifie également le monde et la parure. Alors, le point commun entre les deux idées, hein, qui fait qu'un même mot vient les désigner, c'est qu'à chaque fois, il y a l'idée d'un ordre, il y a l'idée d'une mise en ordre ou d'une remise en ordre, hein, que ce soit dans le monde ou dans la parure. Pour les Grecs anciens, le monde, il est clos. Hein, c'est pas notre univers infini, le monde est clos, donc il est harmonieux, chaque chose est à sa place, et comme chaque chose est à sa place, le monde est beau. Hein, l'ordre fait advenir la beauté. Et puis avec la parure, on a également cette même idée, hein, d'ordre qui va permettre à la beauté d'éclater, d'advenir au grand jour. La parure, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient mettre de l'ordre dans ce qui n'était qu'une esquisse d'ordonnancement, hein, dans ce qui, à l'échelle d'un visage ou d'un corps, était davantage de la matière plutôt qu'une forme. Le maquillage, la parure, vient achever
de donner forme à ce qui n'était d'abord qu'une esquisse. Hein, et effectivement, avec le maquillage, on a exactement cette idée. Le maquillage vient structurer, vient souligner, vient équilibrer les différents points d'un visage. Alors, mettre en valeur une qualité, rehausser le regard ou atténuer des défauts. Hein, donc il y a vraiment cette idée qu'on remet chaque chose à sa place, que ce qui n'était qu'une somme de parties va devenir un tout, où chaque chose est bien située et la beauté peut advenir. Donc le maquillage, la parure, vous voyez, ça a vraiment cette idée que ça vient achever une forme, ça vient achever une identité. Et cette idée, alors on la trouve dans une anecdote qui est racontée par enfin pas une anecdote, le rappel d'un épisode de l'Odyssée, qui est raconté par une helléniste qui s'appelle Françoise Frontisy-Ducroux, dans un essai intitulé « Du masque au visage », où Françoise Frontisy-Ducroux rappelle un épisode de l'Odyssée. Pénélope est en train d'attendre Ulysse depuis bientôt 20 ans. Elle est harcelée par les prétendants, elle n'en peut plus, elle craque, elle pleure. Et à ce moment-là, une de ses suivantes va lui dire « Tu ne peux pas rester comme ça, va te farder, va te retrouver toi-même pour coïncider avec toi-même. » On trouve cette formule, viens te retrouver, viens coïncider avec toi-même. Et le commentaire de Françoise Frontisy-Ducroux, c'est de dire qu'effectivement, le maquillage n'est pas alors pensé comme un trucage, comme une imposture, comme un camouflage, mais au contraire comme le moyen pour Pénélope de recomposer ses traits, de retrouver sa contenance, puisque auparavant, qu'est-ce qu'elle était Pénélope quand elle était défigurée par le chagrin? Elle était littéralement défaite. Hein, et vous vous souvenez que je vous ai dit que le mot maquillage signifiait étymologiquement faire. Donc ce que le maquillage, la vertu du maquillage, hein, c'est de venir faire, de venir refaire ce qui a été défait, hein, de venir réparer quelque chose et de redonner à un être son identité qui va lui permettre d'apparaître devant les autres. Et on a exactement cette même idée avec Cassandra Bankson, qu'on peut voir comme une Pénélope des temps modernes, enfin, du moins à partir de cet épisode. Vraiment cette idée que le maquillage lui permet d'advenir à soi, hein, de retrouver son visage et son identité. Alors c'est très frappant parce que dans la vidéo, on a au départ une jeune femme qui ne sait pas se tenir, qui n'a pas envie d'être dans son corps, qui ne regarde pas la caméra, hein, qui n'a pas envie d'être là, et qui donc n'est pas présente. Et à la fin, quand elle peut présenter son visage maquillé, elle retrouve son identité, elle regarde la caméra et on a vraiment cette impression qu'elle s'est trouvée, hein, qu'elle s'est retrouvée. Donc voilà, c'est cette idée paradoxale, hein, d'un maquillage qui permet de rejoindre son identité dont je voulais vous parler ce soir, pour illustrer l'idée d'une profondeur, de quelque chose qu'on considère d'habitude comme superficiel et frivole. Et puis en guise de conclusion, je vous parlerai juste très rapidement d'un écrivain qui a écrit sur le maquillage. Alors, je ne vais pas vous parler de Baudelaire, qui a écrit un éloge du maquillage, mais de Colette. On connaît moins hein, ses écrits sur la mode et le maquillage. Elle était passionnée de ces questions. Elle a beaucoup écrit sur la question. Et vous la voyez là en photo dans son salon de beauté qu'elle a ouvert en 1932 rue de Miromesnil, puisque après le métier d'écrivain, elle a voulu être esthéticienne. Et donc elle a ouvert cette boutique où elle vendait ses produits, où elle donnait des soins. Et l'idée qu'on retrouve le plus souvent dans les textes qu'elle consacre au maquillage, c'est l'idée qu'en se maquillant, les femmes sont courageuses, hein, qu'elles ne cèdent pas devant la fatigue, devant le regard des hommes, devant l'inéluctable corruption de la chair, et qu'en se maquillant, elles font preuve de courage. Donc, on voit se dessiner hein, dans la littérature de Colette l'idée d'une éthique du maquillage, alors qui serait sans doute à définir et, de façon plus précise. Mais voilà, je voulais terminer sur cette idée d'une éthique du maquillage. Voilà, je vous remercie.